Depuis la rentrée, une même petite musique résonne dans de nombreux médias. L'éducation nationale aurait tout faux, et ce sur tous les plans. À en suivre certains, la seule solution serait de baisser le budget de l'éducation nationale, voire même d'ouvrir la voie à la privatisation. Alors oui, le système éducatif français doit être transformé en profondeur. Il accentue les inégalités sociales. Il n'accueille pas toujours les élèves dans de bonnes conditions. Il n'offre pas non plus de bonnes conditions de travail à ses personnels et ne reconnaît pas leur engagement professionnel à sa juste valeur. Mais à l'inverse du discours décliniste qui nous est servi matin, midi et soir, nous croyons dans les forces de l'enseignement public. Des forces qui doivent se déployer dans un système éducatif transformé, un système à qui l'État donne les moyens de répondre à l'ambition première de l'école publique qui est de faire réussir tous les élèves. Depuis 2 jours, c'est au tour de l'éducation prioritaire d'être clouée au pilori. Sur la base d'un rapport du CNESCO publié en début de semaine, les reportages s'enchaînent. À en entendre beaucoup, il suffirait d'abandonner toute discrimination positive à l'égard des élèves qui en ont le plus besoin pour que tout soit réglé. Alors oui, des problèmes en éducation prioritaire, il y en a. Mais il n'est pas possible d'ignorer l'évolution de ces politiques au cours des 30 dernières années. Il est absurde, voire mal intentionné, d'ignorer le travail réel qui est effectué dans ces écoles. De nombreux chercheurs travaillent sur cette question. C'est le cas par exemple de Jean-Yves Rochex. Il analyse fort justement l'évolution entre les politiques de type compensatoire et celles à visée transformatrice. Il dénonce l'abandon de toute visée de démocratisation scolaire pour être remplacé par un empilement des dispositifs qui devient inefficace. D'ailleurs, si on lit correctement le rapport, on se rend compte que les vrais problèmes sont pointés. Quelles pratiques pédagogiques mettre en œuvre dans ces classes? Avec quels moyens? En termes d'effectifs, de formation? Avec quel accompagnement de l'institution? C'est l'ensemble de ces questions qui doivent être mises en débat et non ce discours mortifère. Cette controverse intervient après de multiples reportages sur la publication d'un livre d'une ancienne jeune collègue d'école maternelle. Il ne s'agit pas ici de rentrer dans le débat pédagogique avec la thèse qui est développée, même s'il y aurait beaucoup à dire, mais bien de dénoncer la manipulation qui en est faite. À écouter de nombreux reportages, l'école se serait arrêtée aux années 60. Les enseignants n'auraient pas changé de méthode pédagogique. En fait, tous les élèves de France, de la maternelle au CM2, resteraient toute la journée assis, passifs, à attendre que l'enseignant délivre son savoir. C'est évidemment faux, et c'est travestir la réalité de l'enseignement aujourd'hui. Enfin, de manière concomitante, sortent de nombreux articles et même un livre sur les fossoyeurs de la République. Ces dits assassins de l'école seraient à la fois des chercheurs et des hauts fonctionnaires. Il ne s'agit pas ici de rentrer dans la défense de tel ou tel. Nous ne partageons pas forcément toute la doctrine des personnes qui y sont citées. Cependant, ne soyons pas dupes, c'est bien le camp réactionnaire qui est à l'œuvre. Il en profite pour distiller ces vieilles recettes qui sentent bon la naphtaline ici ou là. Les mêmes recettes qui ont participé à la construction de ce système éducatif inégalitaire. À l'inverse des auteurs de ces articles, qui manipulent de manière éhontée des travaux de recherche, nous remercions par exemple Roland Guagou de travailler depuis des années sur l'enseignement de la lecture. Il outille ainsi, en contact avec les écoles, de nombreux enseignants. Il en va de même, par exemple, avec Viviane Bouys sur l'école maternelle. Il est réjouissant et salvateur que notre pays se passionne pour les questions éducatives. Notre école doit être transformée pour construire une société plus juste et plus solidaire. Nous sommes déterminés à y arriver à côté de nos collègues, car oui, tous les élèves sont capables de réussir. Pour mener à bien ce débat, il faut partir d'un constat objectif, réfléchi et partagé. Il faut s'appuyer sur le travail réel des enseignants au sein des écoles. Car oui, tout n'est pas rose dans les écoles maternelles, élémentaires, en éducation prioritaire ou ailleurs. Mais contrairement à ce que pensent certains, au quotidien, les collègues innovent, essayent, s'engagent pour favoriser la réussite de tous les élèves. Et ce n'est pas toujours chose aisée, car les moyens manquent. Le système et les institutions parfois les en empêchent. Ils les en empêchent par manque de soutien, ou bien encore en imposant des réformes contre l'avis majoritaire,
comme ça a été le cas avec la réforme des rythmes scolaires. Cette transformation de l'école que nous appelons de nos vœux ne se décrète pas, elle se construit. L'éducation nationale doit accompagner les personnels en leur accordant du temps, des moyens, de la confiance. Notre société a évolué depuis un siècle. Les savoirs se sont diversifiés, ils se sont complexifiés. Notre métier doit évoluer également. Cela ne peut dépendre d'initiatives individuelles. Cette mutation doit être organisée, encouragée par le système lui-même. Il est grand temps que l'éducation nationale diffuse les nombreux travaux de recherche en didactique, pédagogie, sociologie ou encore psychologie. Ces travaux doivent servir de base à une véritable dispute professionnelle entre les enseignants. Pour qu'ils s'en saisissent, il leur faut du temps et de l'accompagnement, de la formation pour y arriver. Le gouvernement actuel a esquissé quelques réformes. C'est le cas des décharges de services octroyées en REP+, ou encore les maîtres surnuméraires. Mais cela ne concerne que très peu d'écoles. C'est loin de révolutionner l'ensemble du système. L'organisation un maître, une classe a vécu. Il faut enfin mettre en place la revendication historique du SNUIPP qui est le plus de maîtres que de classe. Cela n'a rien à voir avec le plus de maîtres que de classe du ministère qui est un maître surnuméraire. Notre revendication permettrait de donner du temps aux enseignants pour travailler autrement, avec des petits groupes, permettre de travailler en équipe, ou bien encore de la formation. Enfin, l'école seule ne peut pas tout. Il faut que la société soit profondément transformée en parallèle. Nos collègues vivent douloureusement la transformation des inégalités sociales en inégalités scolaires. Le SNUIPP-FSU porte haut et fort à leur côté leurs revendications. Il est grand temps que le ministère dépasse les beaux discours et change concrètement et véritablement la réalité des écoles.